Sur Sika, démarrons par la lutte contre les islamistes. L'Afrique de l'Ouest a recommandé ce jeudi l'interdiction du voile islamique intégral, une mesure sans précédent dans cette région à un moment où nombre de pays font face à la multiplication des attaques de femmes kamikazes. Reportage. Ils n'ont pas d'autre choix, vu la montée des exactions des groupes terroristes en Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État et de gouvernement ouest-africains se sont entendus pour l'interdiction prochaine de tout port vestimentaire, rendant difficile l'identification des personnes. C'était lors d'un sommet à Abuja, capitale du Nigeria. Parfois, certains actes terroristes peuvent être sous couvert d'une certaine manière de s'habiller qui ne permet pas au personnel de sécurité d'identifier qui est derrière ces vêtements. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État, en tenant compte de leurs propres expériences dans leur pays, ont décidé que tous les vêtements qui rendent impossible l'identification d'une personne soient interdits. Cette sorte de vêtements ne permet pas au personnel de sécurité d'identifier la personne. Chaque pays est invité à agir en tenant compte de ses réalités nationales. L'islam est la religion largement majoritaire dans toute la région sahélienne qui traverse toute l'Afrique de l'Ouest. Le port du voile islamique diffère cependant selon les pays. Le Congo-Brazzaville a été le premier pays à interdire le port du voile intégral début mai. Le Tchad l'a interdit sur l'ensemble de son territoire en juin à la suite d'un double attentat suicide à N'Djamena. Quant au Cameroun et au Niger, ils ont pris des mesures similaires en juillet, dans certaines de leurs régions frappées par des attaques kamikazes. Au Sénégal, où se tient le procès de l'ex-président du Tchad, Hissène Habré, 5 mois après son ouverture, la Cour a pu entendre tous les témoins à ce procès qui devait connaître son épilogue avant la fin de l'année 2015. Comme prévu, sera encore d'actualité d'ici 2016. Reportage de Cherbet, notre correspondant à Dakar. Les feuilletons judiciaires de l'ex-président tchadien arrivent à une nouvelle étape. L'audience du mardi matin a mis fin au marathon des témoins. Experts, fossoyeurs et victimes. Au total, environ une centaine ont défilé tour à tour à la barre devant les juges. Cette étape finie, c'est celle de l'étude des dossiers qui commence. Pour cet avocat des victimes, c'est une étape importante. Dans le procès public, nous terminons aujourd'hui une première étape, c'est celle de l'établissement des faits, des témoignages, des experts. Il y a une deuxième étape qui est très importante, c'est maintenant l'étude de tout le dossier, ce que nous allons faire pendant ce mois de décembre et une partie du mois de janvier. Du côté des victimes, on exprime son satisfait d'avoir pu se libérer des atrocités qui hantent leur sommeil. J'ai un sentiment de satisfaction parce que durant 25 ans, de lutte pour avoir cette justice, on est parvenu à nous décharger avec tous nos témoignages. On a sorti tout ce qui nous faisait du mal. Malgré l'absence des témoins à décharge, les avocats commis d'office par la Cour pour assurer la défense de Hissène Habré affirment que rien n'est encore joué et comptent défendre au mieux l'intérêt de Hissène Habré. Les choses se sont relativement bien passées et ma foi, cela ne préjudiciera en rien aux plaidoiries que nous développerons et par écrit et par oral en temps opportun devant la Chambre. La prochaine étape, qui sera l'étude des dossiers, il s'agira pour les parties d'étudier tout ce qui s'est dit lors des audiences et rédiger des conclusions, c'est-à-dire des rapports écrits qui seront soumis à toutes les parties et à la Chambre avec des arguments. C'est après cela que débuteront les plaidoiries, puis enfin suivra le verdict de la Cour. Au Niger, le président Mamadou Issoufou a affirmé jeudi soir qu'une tentative de coup d'État a été déjouée, justifiant une vague d'arrestations de militaires à travers le pays. Parmi les personnes arrêtées, le général d'aviation Souleymane Salou, ancien chef d'état-major des armées sous le régime militaire du général Salou Djibo. En 2010, en 2011, le président nigérien avait déjà annoncé dans un message à la nation avoir déjoué un putsch contre son régime. Celui de ce jeudi intervient à la veille de la
célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Niger. En République démocratique du Congo s'est clôturée mardi dernier la session de septembre essentiellement budgétaire dans les deux chambres du Parlement. Le président de la Chambre haute, Léon Kengo Adondo, a déclaré que les sénateurs ont doté le gouvernement du budget 2016. À la Chambre basse, le président Aubin Minakou a affirmé que les deux lois prioritaires de cette session ont été adoptées, à savoir la loi sur la reddition des comptes 2014 et le budget 2016. Reportage Yeyet Mavinga Nzao. Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau. Malgré vent et marée, les sénateurs se sont honorablement acquittés de leur mission constitutionnelle au cours de cette session de septembre qui était essentiellement budgétaire. Dans son discours, le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, se félicite du travail abattu et se dit heureux que plusieurs autres textes importants aient été adoptés. Dans son discours de clôture de la session, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a affirmé que plusieurs lois ont été adoptées en rapport avec les finances. Il a profité de l'occasion pour appeler les députés à exercer en toute responsabilité leurs prérogatives. Il a déclaré au cours de son discours de clôture qu'il s'est toujours efforcé de garantir la démocratie dans des situations de tension qu'a connues cette institution. Il a conclu cependant en promettant des enquêtes sérieuses sur la participation des députés nationaux à une réunion tenue au Sénégal du 11 au 14 décembre 2015. Mise sur pied des structures subversives, obtention des moyens financiers aux fins des actions de déstabilisation. Il faut un moment pour en débattre. D'abord, chacun de nous, en tant qu'élus, en tant que patriotes, et ensuite dans différentes réunions que nous pourrions organiser. Rendez-vous au mois de mars 2016 pour une autre session. En bref et en images, les Rwandais ont commencé à voter ce vendredi matin le référendum, un scrutin qui devrait sans surprise ratifier une constitution révisée dont le principal changement est d'autoriser le président Paul Kagame à briguer un nouveau mandat et à potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Quelques 6,4 millions d'électeurs sont appelés à voter. Le Conseil de paix et de sécurité, CPS de l'Union africaine, a décidé l'envoi de troupes africaines au Burundi avec un mandat de protection des civils. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi un diplomate de l'organisation panafricaine. Cette décision reste néanmoins soumise à l'accord de Bujumbura ou, à défaut, des chefs d'État de l'Union africaine. Selon Bonaventure Kakbo, membre du bureau régional Burundi et des deux Congos au département paix et sécurité de l'Union africaine, la taille du futur contingent n'a pas encore été déterminé. Il est fort peu probable que les autorités burundaises, qui ne cessent de dénoncer l'émission de la communauté internationale dans leur gestion de la crise politique dans laquelle est plongé le Burundi depuis 8 mois, acceptent un déploiement militaire sur leur sol. Hors du continent africain, à présent au Brésil, la Cour suprême a décidé ce jeudi que le Congrès devait réinitialiser le processus de destitution contre la présidente Dilma Rousseff. L'institution a redéfini les règles de cet impeachment qui apparaissent désormais plus favorables à la présidente. Reportage. Par 8 votes contre, les juges ont décidé que le Sénat ou le gouvernement a un soutien politique plus important qu'à l'Assemblée aurait le dernier mot pour accepter ou non la destitution. La Cour suprême a également annulé la commission parlementaire spéciale chargée d'examiner la demande de destitution où l'opposition avait remporté une majorité de sièges et a estimé que le vote devait avoir lieu à nouveau. Le processus de destitution est pédagogique. Il devrait renforcer la démocratie. C'est vraiment un instrument pour se débarrasser des mauvais gouvernants. Il n'y a pas de raison de permettre à ceux qui représentent le pouvoir, qui ne sont que mandataires, d'agir d'une quelconque manière dans l'ombre. S'affirmant en gardien de la Constitution, la Cour suprême avait accepté la semaine dernière le recours d'un député proche du gouvernement dénonçant les irrégularités commises quelques heures plus tôt lors de l'élection de cette commission spéciale.
La plus haute juridiction du pays avait alors gelé le processus d'impeachment contre Dilma Rousseff. La décision de jeudi de la Cour suprême oblige les députés à réaliser un nouveau vote pour constituer la commission parlementaire spéciale. Je ne suis pas frustré, je suis très tranquille. J'ai entendu un débat très animé. La position du Sénat n'a rien à voir avec ce que je vais faire ou non. Le calendrier de la procédure de destitution n'est pas encore connu. Il dépendra de l'annulation ou non des vacances parlementaires prévues du 22 décembre au 1er février 2016. Dilma Rousseff, une ancienne guerriera de 68 ans, a été réélue de justesse fin 2014 pour un second mandat de 4 ans. Un an après, elle pâtit de la récession économique avec une popularité au plus bas et peine à faire approuver au Congrès ses mesures d'austérité, tandis que l'opposition multiplie les manœuvres pour l'isoler. On reste au Brésil où la présidente Dilma Rousseff a inauguré jeudi à Rio le musée de demain de l'architecte espagnol Santiago Calatrava. Le chef-d'œuvre s'érige désormais en symbole de la rénovation de la zone portuaire en vue des Jeux Olympiques 2016. Les détails. Construit sur une jetée de la plage Moya où arrivent tous les paquebots touristiques en bordure de la baie, et où débarquaient les esclaves au XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, le musée avec ses lignes abstraites rappelle tour à tour une lance, un insecte à la carapace métallique ou même le squelette d'un dinosaure. D'un coût élevé à 215 millions de rias, soit 56 millions de dollars au change actuel, la construction de ce musée scientifique, qui a duré 3 ans, fait partie d'un ensemble de grands travaux entrepris par la mairie pour moderniser la ville à l'occasion du mondial de football de 2014 et des Jeux olympiques de 2016. Il y a 2 genres de Jeux olympiques, les Jeux qui se servent de la ville et la ville qui se sert des Jeux. Ce que nous cherchons à faire ici en permanence, c'est de se servir des Jeux pour faire cette transformation dont notre ville avait tant besoin et depuis longtemps. Le bâtiment, de conception écologique, fait 15 000 m² et l'eau de la baie sera utilisée pour la climatisation de l'intérieur du musée. Sur son toit, de grandes structures en acier qui bougent comme des ailes serviront à capter l'énergie solaire grâce à 5492 panneaux photovoltaïques divisés en 24 modules. Pour la présidente Dilma Rousseff, ce musée est un patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, nous inaugurons ici un patrimoine historique du pays. C'est un patrimoine historique, même s'il est si jeune. Le musée de demain sera aussi patrimoine historique de l'humanité et transformera toute cette région ici en un grand site pour exprimer l'histoire de notre pays. Le musée de demain ouvrira ses portes au public samedi matin et l'entrée sera gratuite jusqu'à dimanche soir. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.